Salam alaikum et bienvenue. On est le 17 juillet 2026 et je commence par un chiffre que très peu de médias ont relayé. 900 millions de dollars. C'est le montant des investissements allemands déjà déposés physiquement dans les guichets de l'agence algérienne de promotion de l'investissement. Pas des promesses, pas des intentions dans un discours, des dossiers réels, sur un bureau, à Alger. Le président Tebboune l'a révélé hier depuis Berlin. Et ce n'est pas tout. Une commission économique, en sommeil depuis des années, vient d'être réactivée. Un conseil d'affaires bilatéral vient d'être créé. Et aujourd'hui même, ce vendredi, une trentaine d'accords sont attendus dans le gaz, l'hydrogène, les mines et la pharmacie. Je vais tout vous décortiquer. Mais je vais aussi être honnête avec vous, comme toujours, sur cette chaîne. Cette semaine, l'Algérie a montré deux visages en même temps. Pendant qu'on signait à Berlin, à Mohammedia, dans la banlieue d'Alger, 11 enfants sont morts brûlés dans un orphelinat à 3h30 du matin, 11 enfants qui n'avaient déjà pas de parents. Nous en parlerons longuement, parce qu'un pays ne se juge pas seulement à ses accords internationaux, mais à la façon dont il protège les plus fragiles des siens. 4 grands chapitres nous attendent. D'abord, le vrai bilan de Berlin, au-delà des photos officielles. Ensuite, le drame de Mohammedia, ce qu'on sait, et les questions que tout le monde se pose. Puis, une révolution silencieuse, la recherche scientifique algérienne qui entre en bourse. Et enfin, la vague d'incendies et de canicules et la mobilisation générale de la protection civile. Restez avec moi jusqu'au bout, parce qu'en partie 3, je vais vous expliquer quelque chose que presque personne n'a vu passer et qui pourrait changer l'avenir de nos chercheurs. C'est parti. Partie 1, Berlin. Le vrai bilan. Au-delà des photos officielles, commençons par Berlin, où le président Tebboune a achevé hier sa visite d'État en Allemagne. Et je vais faire ici quelque chose que peu de médias font. Vous donner le contenu réel, et pas seulement les images. Commençons par le fait le plus important, celui qui a été peu relayé. À l'issue de l'entretien au Bundeskanzleramt, la chancellerie fédérale, entre le président algérien et le chancelier Friedrich Merz, une déclaration conjointe a été publiée. Et cette déclaration contient 2 décisions concrètes. Première décision, les 2 gouvernements conviennent de réactiver la commission économique mixte, en sommeil depuis des années. Arrêtons-nous là-dessus. Une commission mixte, c'est l'organe qui pilote concrètement la coopération économique entre 2 pays. Elle se réunit régulièrement, examine les dossiers bloqués, fixe des objectifs, suit les projets. Quand elle est en sommeil, cela veut dire que la relation économique fonctionne au coup par coup, sans pilotage. La réactiver, c'est mettre en place la machine qui va faire vivre les accords dans la durée. C'est pas spectaculaire, mais c'est structurel. Deuxième décision, la création d'un conseil d'affaires bilatéral, décrit comme une plateforme de dialogue et de mise en réseau entre les milieux économiques des 2 pays. Ce nouvel organe travaillera avec la Chambre algéro-allemande de commerce et d'industrie, le Conseil du renouveau économique algérien, le CREA, et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, la CACI. Et retenez cette date. La déclaration s'applique à compter du 16 juillet 2026. C'est à dire hier. C'est déjà en vigueur. Maintenant, le chiffre qui doit retenir votre attention, et je pèse mes mots. Le président Tebboune a révélé que des investissements d'une valeur de 900 millions de dollars ont été soumis au niveau du guichet unique de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, l'API, par des sociétés allemandes. 900 millions de dollars. Ce ne sont pas des promesses vagues faites dans un discours. Ce sont des dossiers déposés physiquement dans les guichets de la API par des entreprises allemandes qui veulent investir en Algérie. Il y a une différence énorme entre un ministre qui annonce des intentions et des dossiers réellement déposés dans une administration. C'est la différence entre parler et agir. Le président a également évoqué les grands projets déjà réalisés en Algérie par des sociétés allemandes dont le nombre connaît une hausse annuelle. Et dans leur déclaration commune, les 2 pays ont noté avec satisfaction la tendance générale à la hausse de leurs échanges bilatéraux. Sur le gaz, le président Tebboune a mis en avant, jeudi, à Berlin, le rôle de l'Algérie
comme partenaire énergétique de confiance pour l'Europe. Et le chancelier Friedrich Merz a exprimé l'intérêt de son pays pour la coopération énergétique. Rappelons le contexte que nous avons détaillé hier. Quelques jours avant cette visite, Sonatrach avait livré sa première cargaison de gaz naturel liquéfié directement à l'Allemagne, au terminal de Wilhelmshaven. L'Algérie n'est pas venue à Berlin avec des promesses, elle est venue avec une preuve. Un mot sur la structure des échanges, parce qu'elle est intéressante. L'Allemagne reste l'un des premiers fournisseurs européens de l'Algérie en machines industrielles, équipements électriques, véhicules et produits chimiques et pharmaceutiques. Regardez bien cette liste, ce ne sont pas des produits de consommation, ce sont des biens d'équipement. C'est à dire des machines qui servent à produire autre chose. Quand un pays importe des machines, cela veut dire qu'il construit des usines. C'est un indicateur très différent d'un pays qui importerait surtout des biens de consommation. Et maintenant, le point le plus important pour aujourd'hui, le premier test grandeur nature a lieu ce vendredi, 10 à 7 juillet. C'est à dire aujourd'hui même, avec le Forum économique algéro-allemand, où une trentaine d'accords d'entreprises sont attendus dans le GNL, l'hydrogène, les mines et la pharmacie. Regardez ces 4 secteurs, car ils racontent une stratégie complète. Le GNL, c'est le présent, c'est ce qui rapporte les devises aujourd'hui. L'hydrogène, c'est l'avenir, c'est le pari sur l'après-pétrole. Les mines, c'est la valorisation de nos richesses souterraines, le fer, le phosphate, le zinc. Et la pharmacie, c'est la souveraineté sanitaire, la capacité à produire nos propres médicaments. Alors soyons honnêtes ensemble, comme toujours ici. Est-ce que ces 30 accords vont tout changer? Non, pas automatiquement. Un accord d'entreprise, c'est un papier. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans les 10 à 8 mois qui suivent. Est-ce que l'usine sort de terre? Est-ce que les Algériens sont formés? Est-ce que le transfert de technologie a lieu réellement? Ou est-ce qu'on se contente d'assembler des pièces importées? Et c'est exactement pour cela que la réactivation de la Commission économique mixte peut être la nouvelle la plus importante de cette visite, plus importante que les 30 accords eux-mêmes. Parce que c'est elle qui va permettre de suivre, de relancer, de débloquer. Les accords sans mécanisme de suivi, ça finit dans un tiroir. Les accords avec une commission qui se réunit régulièrement, ça devient des usines. Je m'engage devant vous à revenir sur ces 900 millions de dollars et sur ces 30 accords dans quelques mois pour vérifier ensemble ce qu'ils sont devenus. Parce que le journalisme, c'est pas seulement annoncer, c'est aussi vérifier. Partie 2, drame de Mohammedia. 11 enfants morts dans un orphelinat. Passons maintenant au drame qui a réveillé l'Algérie dans la douleur hier matin. Et je vous demande, pour ce chapitre, un peu de recueillement. Voici les faits, tels qu'ils sont établis par la protection civile. Il est environ 3h30 du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi 16 juillet. Un incendie se déclare dans un établissement pour l'enfance assistée situé dans la commune de Mohammedia, dans la banlieue et d'Alger. Un bâtiment de 2 étages. À cette heure-là, la quasi-totalité des pensionnaires dormaient. Le bilan provisoire communiqué par la protection civile est terrible. 11 enfants ont perdu la vie et 10 à 9 autres ont été blessés. Parmi ces 10 à 9 blessés, 10 souffrent de brûlures de gravité variable, 2 présentent des difficultés respiratoires et 7 sont en état de choc. Les 10 blessés les plus graves ont été évacués vers l'hôpital après avoir reçu les premiers soins sur place. La protection civile a également indiqué avoir pris en charge 5 personnes aux besoins spécifiques et les avoir mises en sécurité. Un riverain, présent cette nuit-là, a raconté aux médias ce qu'il a vécu. Il a entendu des cris et des voix qui venaient de l'orphelinat en feu. Puis il a vu les flammes commencer à engloutir le bâtiment, alors que les filles étaient à l'intérieur. Il est sorti en courant, torse nu, pour tenter d'aider. Je m'arrête un instant sur ce témoignage parce qu'il dit tout. Des voisins, des Algériens ordinaires, se sont précipités en pleine nuit, sans réfléchir, pour essayer de sauver des enfants qu'ils ne connaissaient pas. C'est cela aussi notre pays. Le président Abdelmadjid Tebboune, alors en déplacement en Allemagne, a réagi et présenté ses condoléances. Depuis Berlin, en pleine visite d'État, il a interrompu l'agenda diplomatique pour s'adresser à la nation endeuillée. Il faut le dire clairement, à ce stade,
la cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée. Les enquêtes sont en cours et je ne vais pas vous servir de spéculation. Ce serait indécent envers ces enfants et leurs familles. Mais il y a des questions que tout le monde se pose et que je ne vais pas éviter parce que ce serait vous mentir par omission. Première question, les normes de sécurité incendie. Comment un établissement qui accueille des enfants qui dorment la nuit, dans un bâtiment de 2 étages, a-t-il pu se transformer en piège? Y avait-il des détecteurs de fumée? Des issues de secours accessibles? Des extincteurs? Un plan d'évacuation? Du personnel de nuit formé et en nombre suffisant? Ce sont des questions légitimes et les Algériens ont le droit d'avoir des réponses. Deuxième question, les contrôles. Qui contrôle ces établissements? À quelle fréquence? Avec quelle rigueur? Et que se passe-t-il quand des manquements sont constatés? Troisième question, plus large, la place de l'enfance assistée dans notre pays. Ces enfants sont, par définition, ceux qui n'ont personne, pas de parents pour porter plainte, pas de famille pour exiger des comptes, ce sont les plus vulnérables des vulnérables, et c'est précisément pour cela que l'État a une responsabilité renforcée envers eux. Un pays se juge à la façon dont il traite ses membres les plus faibles. Je veux relier ce drame à quelque chose dont nous parlons souvent sur cette chaîne. Nous célébrons, à juste titre, les milliards du gaz, les 30 accords de Berlin, les stations de dessalement, les data centers, les lignes ferroviaires. Ce sont de vraies réussites et je continuerai à vous en parler. Mais tout cela n'a de sens que si, au bout du compte, ça se traduit par un enfant qui dort en sécurité dans un bâtiment aux normes. La vraie mesure du développement, c'est pas le PIB, c'est ce genre de nuit-là. Alors soyons clairs sur ce que nous attendons maintenant, une enquête rapide, transparente et dont les conclusions seront rendues publiques. Si des responsabilités sont établies, qu'elles soient assumées, quel que soit le niveau, et surtout un audit national de tous les établissements accueillant des enfants et des personnes vulnérables. Orphelinat, foyer, centre pour personnes handicapées, maison de retraite, pas dans 6 mois, maintenant. Parce qu'il y a une chose que nous devons tous nous dire, et je le dis avec le cœur lourd, si nous nous contentons de pleurer aujourd'hui et d'oublier dans 15 jours, alors ces 11 enfants seront morts pour rien. Et le seul hommage réel qu'on puisse leur rendre, c'est de faire en sorte que cela n'arrive plus jamais, nulle part en Algérie. À toutes les personnes qui travaillent dans ces établissements, souvent avec des moyens dérisoires et un dévouement immense, je veux dire que c'est pas contre vous. C'est pour vous et pour les enfants dont vous vous occupez qu'il faut que ce système change, que Dieu accueille ces enfants en sa miséricorde et que les blessés se rétablissent. Je vous invite à avoir une pensée pour eux et pour les familles et les éducateurs qui les ont connus. Partie 3, la révolution silencieuse. La recherche algérienne entre en bourse. Voici maintenant le sujet dont je vous parlais en introduction, celui que presque personne n'a vu passer et qui pourrait pourtant changer l'avenir de nos chercheurs et de nos jeunes diplômés. Le 14 juillet 2026, une entreprise nommée Crapsé Expertise a été officiellement admise à la cote de la bourse d'Alger. Derrière ce nom technique se cache quelque chose de très important. Crapsé Expertise est la filiale économique du Centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique. Autrement dit, c'est le bras commercial d'un centre de recherche public algérien. Et pour la première fois, un produit issu directement de la recherche scientifique algérienne est coté en bourse. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est une révolution? Laissez-moi vous expliquer. Pendant des décennies, la recherche scientifique algérienne a souffert d'un mal bien identifié. La déconnexion, d'un côté, des chercheurs brillants, des laboratoires, des thèses, des publications, de l'autre, une économie qui n'utilisait pas ces travaux. Résultat, les résultats de la recherche restaient dans les tiroirs. Les chercheurs se décourageaient et beaucoup partaient à l'étranger. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Combien de fois avez-vous entendu parler d'un ingénieur ou d'un docteur algérien brillant qui réussit au Canada, en France, en Allemagne ou aux Émirats? Trop souvent. Ce qui se passe avec Crapsé Expertise, c'est exactement le contraire. C'est la recherche qui rencontre le marché financier. C'est un centre de recherche public qui crée une filiale, qui vend ses services d'expertise et qui lève de l'argent en bourse pour se développer. Le chercheur
n'est plus seulement un savant dans son laboratoire, il devient un acteur économique. Regardons les chiffres de l'opération, car ils sont parlants. CRAPC Expertise a été admise au compartiment croissance de la Bourse d'Alger, un espace dédié aux entreprises en phase de développement qui ne remplissent pas encore toutes les conditions pour intégrer le compartiment principal. Le taux de couverture des souscriptions a atteint 104,55%. Qu'est-ce que cela signifie ? Le taux de couverture mesure le rapport entre le nombre d'actions demandées par les investisseurs et le nombre d'actions proposées. Un taux supérieur à 100% signifie que la demande a dépassé l'offre. Concrètement, l'opération a enregistré une demande portant sur 40 776 actions contre 39 000 actions offertes, soit un excédent de 1766 actions. Le montant proposé s'élevait à 62,4 millions de dinars, tandis que les souscriptions ont atteint 65,24 millions de dinars. Un détail qui a son importance, la souscription était réservée exclusivement aux filiales des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des universités, des centres de recherche, des écoles supérieures et de leurs filiales économiques. Autrement dit, c'est l'écosystème de la recherche algérienne qui investit dans l'un des siens. C'est une forme de solidarité scientifique et économique. Et par wilaya, Alger est arrivé en tête avec 60,74% des souscriptions, suivi de Constantine avec 13,51% et Doum El Bouaghi avec 5,68%. Notez la présence de Constantine et Doum El Bouaghi, la recherche algérienne ne se limite pas à la capitale. Cette introduction ne vient pas seule, nous en avons parlé récemment. La société IRAD, première entreprise technologique introduite en bourse d'Alger, a enregistré un taux de souscription encore plus élevé, 138,40%. Et avec ces deux nouvelles introductions, la bourse d'Alger compte désormais 10 sociétés cotées. Alliance Assurance, Biofarm, l'EAG El Orassi, Saïdal, le Crédit Populaire d'Algérie, la Banque de développement locale, la PME AOM Invest, la start-up Moustachir, CRAP Expertise et IRAD. 10 sociétés. Soyons lucides, c'est encore très peu. La bourse de Casablanca en compte des dizaines, celle de Paris des centaines. La bourse d'Alger reste un marché naissant. Mais regardez la dynamique. On passe de 8 à 10 sociétés, avec 2 entreprises issues de la technologie et de la recherche, toutes deux sursouscrites. Le mouvement est lancé et reliez cela à ce dont nous avons parlé avant-hier. Le lancement de la première SICAR universitaire d'Algérie à l'université Alger 3, cette société d'investissement à capital risque qui va financer l'innovation issue de la recherche et aux nouvelles filières universitaires tournées vers les métiers d'avenir, et à la stratégie nationale d'intelligence artificielle, et aux data centers souverains. Vous voyez le fil ? L'Algérie est en train de construire, pièce par pièce, un écosystème complet. Des universités qui forment, des centres de recherche qui innovent, des SICAR qui financent, une bourse qui permet de lever des capitaux et des entreprises qui commercialisent. C'est exactement le modèle des grands pays technologiques. Alors, à tous les jeunes chercheurs, doctorants, ingénieurs algériens qui nous regardent, en Algérie ou à l'étranger, ce qui se passe est important pour vous. C'est pas encore parfait, loin de là. Mais pour la première fois depuis longtemps, il existe un chemin qui permet à un chercheur algérien de valoriser son travail dans son propre pays. Ce chemin est étroit, il est nouveau, il demande à être élargi, mais il existe. C'est ça, la révolution silencieuse. Elle ne fait pas la une, elle ne remplit pas les miniatures YouTube avec des gros chiffres. Mais dans 10 ans, on pourrait bien se dire que c'est ce genre d'opération, à 65 millions de dinars, qui aura changé l'Algérie plus profondément que bien des contrats à des milliards. Partie 4, incendie et canicule. La protection civile rappelle ses troupes. Pour ce 4e et dernier grand chapitre, restons sur le terrain avec une situation qui touche tout le pays en ce moment, la vague d'incendie et la canicule. L'information principale est la suivante. Face aux incendies et à la canicule, la protection civile rappelle ses troupes.
Concrètement, cela signifie que les congés sont suspendus, que les personnels en repos sont rappelés et que tous les moyens sont mobilisés. C'est une mesure exceptionnelle qui dit la gravité de la situation. Rappelons le contexte que nous avons détaillé ces derniers jours. L'Algérie fait face à une canicule exceptionnelle, avec des températures pouvant atteindre 49 degrés dans certaines régions. À Alger, il faisait encore plus de 30 degrés ce vendredi matin. Cette chaleur extrême, combinée à la sécheresse de la végétation et parfois au vent, crée les conditions idéales pour les départs de feu. Les chiffres sont préoccupants. Dans la seule wilaya de Tizi Ouzou, nous en avions parlé, 25 foyers d'incendie ont été enregistrés en 24 heures. Et rien n'est épargné. Les forêts, les vergers, les champs de céréales, chaque hectare brûlé, c'est du patrimoine naturel détruit, parfois des récoltes anéanties et un agriculteur ruiné. Face aux flammes, l'Algérie a déployé les grands moyens. Des avions bombardiers d'eau et des hélicoptères lourds de l'armée nationale populaire sont mobilisés. Je veux insister sur ce point parce qu'il est important et souvent oublié. Souvenez-vous des étés précédents, où l'Algérie devait parfois faire appel à des moyens aériens étrangers, avec tout ce que cela impliquait de débats et de délais. Aujourd'hui, le pays dispose de sa propre flotte de lutte aérienne contre les incendies. C'est un investissement dans la souveraineté qui sauve des vies et des forêts. Concrètement, en ce moment même, je veux rendre hommage, ici, aux femmes et aux hommes de la protection civile. Pendant que nous parlons, ils sont en train de combattre les flammes dans une chaleur suffocante. Avec des équipements lourds, souvent sans dormir, ce sont eux aussi qui étaient à Mohammedia à 3h30 du matin, hier, à essayer de sauver ses enfants. Ils voient des choses que personne ne devrait voir. Et ils y retournent le lendemain. Ce sont des héros discrets, mal payés, et sans lesquels ce pays ne tiendrait pas. Alors permettez-moi de vous adresser un appel très concret, parce que c'est ici que vous, qui me regardez, pouvez agir. Une grande partie des incendies de forêt sont d'origine humaine, qu'ils soient accidentels ou criminels. Un mégot jeté par la fenêtre d'une voiture, un barbecue mal éteint après un pique-nique en famille, un feu de broussailles allumé pour nettoyer un terrain, une étincelle de disqueuse près d'un champ sec, et c'est parfois des centaines d'hectares qui partent en fumée et parfois des vies. Donc, ne jetez rien par la fenêtre de votre voiture, n'allumez aucun feu à proximité des zones boisées, en aucune circonstance, même pour un barbecue. Si vous voyez un départ de feu, appelez immédiatement la protection civile au 14. Ne partez pas en vous disant que quelqu'un d'autre l'a signalé. Et si vous avez de la famille dans les régions boisées, appelez-les, vérifiez qu'ils vont bien. Sur la canicule elle-même, quelques rappels qui peuvent sauver des vies. Buvez de l'eau régulièrement, même sans soif. Évitez de sortir entre 11h et 10 à 7h. Fermez volets et rideaux dans la journée. Prenez des nouvelles de vos parents âgés et de vos voisins isolés tous les jours. Ne laissez jamais un enfant ni un animal seul dans une voiture, même 2 minutes. Et si vous travaillez dehors, imposez-vous des pauses à l'ombre. Et je veux avoir une pensée pour un drame qui nous rappelle que la canicule tue aussi loin de nos frontières. Cette semaine, une Algérienne est morte à Paris, sous un toit de zinc, victime de la chaleur. Nos frères et sœurs de la diaspora, souvent logés dans des chambres de service, des derniers étages mal isolés, sont eux aussi exposés. Si vous vivez en Europe et que vous connaissez quelqu'un d'isolé, prenez 5 minutes pour l'appeler. Élargissons pour finir. Nous avons parlé de l'intensification du phénomène El Niño, alerté par les Nations Unies. Ces épisodes de chaleur extrême s'intensifient d'année en année, en Algérie comme dans tout le bassin méditerranéen. Ce n'est plus une théorie, c'est ce que nous vivons chaque été, un peu plus fort que le précédent. Cela impose des choix, adapter nos villes avec plus d'ombre et de verdure, adapter notre agriculture, renforcer nos capacités de lutte contre les incendies et accélérer sur le solaire et le dessalement dont nous parlions hier. C'est un défi de plusieurs décennies. Il commence maintenant. Voilà pour ce 17 juillet 2026, une journée qui restera, pour moi, comme celle où l'Algérie a montré ses deux visages en même temps. Récapitulons. À Berlin, la visite d'État a produit du concret. Une déclaration conjointe applicable depuis le 16 juillet, la réactivation de la commission économique mixte en sommeil depuis des années, la création d'un conseil d'affaires bilatéral avec le CREA
et la CACI, 900 millions de dollars d'investissement allemand déjà déposés au guichet de la API, et un forum économique aujourd'hui même avec une trentaine d'accords attendus dans le GNL, l'hydrogène, les mines et la pharmacie. À Mohammedia, 11 enfants sont morts et 10 à 9 ont été blessés dans l'incendie d'un établissement pour l'enfance assistée vers 3h30 du matin. La cause n'est pas encore déterminée. Nous attendons une enquête rapide, transparente, des conclusions publiques et un audit national de tous les établissements accueillant des personnes vulnérables. Pas dans 6 mois. Maintenant, la recherche algérienne est entrée en bourse avec CRAPC Expertise, admise à la cote le 14 juillet, sursouscrite à 104,55%, portant à 10 le nombre de sociétés cotées à Alger. Une révolution silencieuse qui ouvre enfin un chemin à nos chercheurs dans leur propre pays. Et la protection civile a rappelé ses troupes face aux incendies et à la canicule, avec les moyens aériens de l'armée nationale populaire mobilisés, dans une chaleur qui atteint 49 degrés. Voilà l'Algérie de ce 17 juillet. Un pays qui négocie d'égal à égal avec la première puissance d'Europe, qui fait entrer sa recherche en bourse, qui déploie ses propres bombardiers d'eau, et un pays où 11 enfants sont morts dans un orphelinat. Les deux sont vrais en même temps. Et celui qui ne vous raconte que le premier vous ment, celui qui ne vous raconte que le second vous ment aussi. Ce que je crois, c'est que le développement n'a de sens que s'il descend jusqu'au dernier des enfants du dernier des orphelinats. Les milliards, les accords, les gazoducs, tout cela ne vaut que parce qu'ils permettent en bas. Sinon, ce ne sont que des chiffres. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, malgré sa gravité. Si elle vous a apporté quelque chose, likez, abonnez-vous et partagez-la. En Algérie, comme dans la diaspora, en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Et surtout, ayez une pensée pour ces 11 enfants de Mohammedia et pour les blessés. Écrivez leur nom dans vos prières. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, avec passion et sans complaisance, cette Algérie qui avance et qui doit aussi apprendre à protéger